Et si la clé pour être plus productif, c'était de ralentir? Dans un monde où tout va toujours plus vite, où les notifications ne cessent de nous interrompre, où les deadlines s'enchaînent sans répit, cette idée semble complètement contre-intuitive. Pourtant, c'est exactement ce que propose Cal Newport dans son livre Slow Productivity. Tu connais déjà sûrement Cal Newport pour ses précédents livres comme Deep Work ou encore Minimalisme Digital. Sauf que cette fois, il s'attaque à un mythe profondément ancré dans notre culture, l'idée que pour être productif, il faut en faire toujours plus vite. J'ai passé des années à essayer d'optimiser chaque minute de ma journée, à remplir mes to-do list de dizaines de tâches, à me sentir coupable quand je n'arrivais pas à tout faire. Et si tout cela était contre-productif? Dans cette vidéo, je vais te partager les idées principales de Slow Productivity, chapitre par chapitre. Tu découvriras pourquoi la vitesse n'est pas un synonyme d'efficacité et comment adopter une approche plus durable et plus satisfaisante de la productivité. Comme d'habitude, tu peux télécharger mes notes de lecture sur ce livre avec les meilleures idées. Ça ne remplace pas la lecture du bouquin, mais ça te permettra de mieux mémoriser les éléments importants. Le lien est dans la description. Il y a une croyance assez répandue et assez simple: travailler davantage, travailler plus, travailler dur, ça génère plus de résultats que travailler moins. Et quand on pense à la productivité industrielle, c'est plutôt vrai. Le problème aujourd'hui, comme l'explique très bien Cal Newport dans son livre, c'est que les travailleurs du savoir, les personnes qui travaillent davantage avec leur esprit, ils n'ont pas de définition précise de la productivité. Prenons quelques exemples. Un fermier. C'est assez simple pour lui de savoir si une parcelle de terre est productive et si lui, son travail a été productif. Il a simplement à mesurer, pour faire simple, la quantité de nourriture produite par une parcelle. Pareil, si je prends un ouvrier dans une usine, c'est très simple pour lui de savoir s'il a été meilleur, plus productif que la veille, simplement en mesurant le nombre de pièces produites. Si une journée il fait 10 pièces et que le lendemain il en fait 12, il a été plus productif le lendemain. Mais malheureusement, cette définition de la productivité, elle s'applique pas vraiment pour un travailleur du savoir. Comment mesurer la productivité d'un enseignant, d'une enseignante, d'un chercheur, d'une chercheuse, d'un journaliste, d'une secrétaire? Tu peux pas dire simplement le nombre de pièces fournies comme un ouvrier. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. C'est la raison pour laquelle la définition de la productivité qui a été choisie pour mesurer si une personne, un travailleur du savoir, est productif, c'est simplement l'activité visible. On va alors mesurer le fait d'être présent au bureau, le temps de travail, le fait de pouvoir répondre rapidement aux mails, etc. C'est ce que Cal Newport appelle la pseudo-productivité, l'utilisation de l'activité visible comme principal moyen d'évaluer l'effort productif réel. Avec les progrès, la technologie et les applications, c'est assez facile de pouvoir montrer qu'on est visible. On peut simplement être connecté sur Teams, sur Slack, répondre rapidement à un message, à un mail. Le temps passé au travail devient alors un élément très important pour savoir si on a été productif ou non. Aujourd'hui, les mentalités changent un peu, mais je suis quasiment sûr que tu as déjà eu une réflexion ou entendu quelque chose du genre: ah, t'es parti plus tôt hier, t'avais quelque chose à faire. Alors que ça se trouve, hier, t'as été très productif, t'as fini plus tôt que prévu, mais comme on mesure uniquement et quasiment uniquement le temps qu'on passe au bureau pour savoir si on a été productif ou non, partir plus tôt, c'est pas forcément bien vu. C'est plutôt vu comme quelqu'un qui est flemmard, qui a pas envie de travailler, alors que potentiellement, c'est quelqu'un qui a été très productif et donc qui a été très efficace et qui termine plus tôt. Mais il y a aussi le fait de répondre rapidement aux mails. Et ça, c'est vraiment un gros problème pour notre concentration. Une étude sur plus de 10 000 travailleurs du savoir de Rescue Time a montré qu'en moyenne, une personne check ses mails toutes les 6 minutes. Et ces interruptions constantes ne permettent pas d'avoir un travail de qualité. Donc en plus, c'est contre-productif. On mesure la productivité par un élément qui nous rend moins productifs. À la fin de ce chapitre, Cal Newport, il laisse entendre qu'il y a une meilleure approche de la productivité et il l'introduit dans le chapitre suivant. Cal Newport commence ce chapitre par nous parler du fait qu'on recense de plus en plus de mouvements lents dans le monde entier. Un mouvement slow, le slow cinéma, le cinéma un peu plus contemplatif, le slow food, le fait de manger plus lentement, de prendre le temps, la slow médecine, etc., etc. Tous ces mouvements, ils offrent aux gens une façon différente de voir la modernité, une modernité plus lente, plus soutenable, dans une vie qui va à 100 à l'heure. Selon Cal Newport, pour réussir à combattre le burn-out et le surmenage, il nous faut une conception plus apaisée de la productivité. C'est là qu'entre en jeu la slow productivity. L'idée est simple: offrir une voie plus simple, plus apaisée, plus soutenable, pour intégrer les activités professionnelles dans un quotidien plus calme. Voici la définition de la slow productivity que donne Cal Newport dans son livre. Philosophie visant à organiser le travail du savoir à un rythme soutenable et qui soit source de sens, basé sur 3 principes que nous allons d'ailleurs découvrir dans la suite de la vidéo. Cela ne veut pas dire qu'on va refuser et mettre de côté l'ambition, l'envie de réussir, pas du tout. On va simplement retrouver un rythme beaucoup plus soutenable, beaucoup plus long terme. Pour comprendre les 3 piliers qui vont être le fondement de la productivité lente, Cal Newport va s'inspirer des grands noms de toutes les époques: Galilée, Newton, Jane Austen, pour comprendre comment ils travaillaient et comment ils ont fait pour créer des œuvres qui nous inspirent encore aujourd'hui. Petit disclaimer par contre,
Cole Newport, il indique que malheureusement, les principes qu'on va voir juste après s'adressent davantage à des personnes qui ont un certain contrôle ou une certaine liberté dans leur emploi, dans leur activité, et que si malheureusement dans ton emploi, tu es toujours supervisé par ton supérieur et tu as très peu de marge de manœuvre, ce sera malheureusement plus difficile de mettre en place tous ces principes. Bref, il est temps de passer maintenant au prochain chapitre et surtout au premier principe. Pour illustrer et découvrir ce premier principe, il faut se concentrer sur l'histoire de Jane Austen. Autrice de plusieurs romans à succès, Orgueil et préjugés, Raison et sentiments, Emma, etc., elle a eu un rythme de publication élevé avant de mourir à 41 ans. Son neveu a expliqué qu'elle était très occupée, écrivait sur des petits bouts de papier entre les visites qu'elle recevait. Mais si on se penche un peu plus en détail sur sa vie, on découvre qu'en réalité, c'est un mythe. En fait, elle a écrit une grande partie de ses livres quand elle habitait dans une maison au milieu de nulle part et que personne ne la dérangeait, quand elle n'avait aucune obligation et qu'elle était tranquille pour écrire. Ce qui nous amène au premier principe, en faire moins. S'efforcer de réduire ses obligations jusqu'à aisément imaginer pouvoir les accomplir avec du temps libre. Tirer parti de cette charge allégée pour s'investir davantage dans le petit nombre de projets qui comptent le plus et ainsi les faire avancer. Malheureusement, en faire moins, c'est plus facile à dire qu'à faire. Depuis le Covid et l'augmentation du télétravail, accepter un nouveau projet, une nouvelle mission, entraîne ce que Cole Newport appelle les coûts indirects. Les coûts indirects, ce sont toutes ces petites tâches administratives, d'organisation qui malheureusement n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée et qui ne font pas vraiment avancer le projet ou la mission. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Tu as un peu trop de projets, donc tu commences à avoir beaucoup de coûts indirects, des tâches administratives qui prennent du temps, donc tu n'as pas le temps de travailler sur les tâches importantes qui font avancer le projet, donc tu as des projets qui s'accumulent, qui commencent à être trop nombreux, et donc la seule solution, c'est travailler davantage, travailler plus de temps. Le problème, c'est qu'on accepte beaucoup trop de missions, de projets, jusqu'à un seuil critique, un moment où on n'en peut plus, on est stressé, mais malheureusement, c'est déjà trop tard. La solution, c'est donc en faire moins. Mais attention, en faire moins, c'est très différent que d'accomplir moins de choses. En faisant moins de choses, tu as plus de temps pour ce qui compte vraiment, tu vas augmenter la qualité de tes heures de travail, et donc à la fin, tu réussis à accomplir plus de choses. Tu es plus efficace, tu fais plus en moins de temps. Pour appliquer ce premier principe, Cole Newport fait 3 propositions d'action. Proposition numéro 1, limiter les gros projets. Tu as tes missions qui ensuite engendrer des projets, puis des objectifs et enfin des tâches. C'est assez simple, si tu prends moins de missions à la base, tu as moins de projets, moins d'objectifs quotidiens et donc moins de tâches. Et à ce moment-là, tu pourras alors te concentrer sur moins de choses au quotidien et être plus efficace dans chacune de tes tâches. Proposition numéro 2, contenir les petites tâches. Le problème avec les petites tâches, c'est un peu comme du sable dans une machine qui est assez bien huilée. Ça va finir par faire dérailler tout l'engrenage. Par exemple, au lieu de faire plein de mails, tu peux simplement aller voir la personne directement. Au lieu de faire une tâche pour laquelle tu n'as pas beaucoup de compétences, tu délègues la tâche à quelqu'un qui saura mieux faire que toi. Et enfin, tu peux éviter les projets qui génèrent plein de petites tâches. Au mieux, va sur les projets qui ont 1-2 grandes tâches qui permettent d'aller vraiment droit au but, c'est quand même beaucoup plus efficace. Et enfin, proposition numéro 3, utiliser la stratégie pull. L'idée est très simple. Tu fais une liste de projets en cours et une liste de projets en attente. Ensuite, tu te limites uniquement à 3 projets en cours. Je sais, c'est pas facile, mais c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir ensuite te concentrer et être plus efficace. Dès que quelqu'un te donne un projet, tu le mets dans la liste en attente, mais surtout tu vas indiquer à cette personne le délai que tu peux estimer avant de pouvoir te mettre à ce projet-là. Si tu as 3 projets en attente devant ce projet-là, tu peux estimer par exemple 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour chaque projet et tu vas te dire ok bon ça me prendra 6 semaines avant que je puisse démarrer le projet que tu viens de me donner. Lorsqu'un de tes projets en cours se termine, tu le sors de ta liste et tu peux ensuite décaler un projet de ta liste en attente dans en cours. Et dernière chose, ce qui est assez bien, c'est que ces 2 listes soient visibles pour tout le monde ou au moins ton manager qui sait sur quoi tu travailles et si tu peux ou pas avoir de nouveaux projets. Ça c'était pour le premier principe. Passons maintenant au second. Voici ce que Cole Newport écrit. Nous souffrons d'échéances trop ambitieuses et de charges mal gérées en raison de notre refus catégorique de prendre du recul par rapport à cette effervescence professionnelle continue. Pour comprendre le second principe, Cole Newport prend l'exemple des grands scientifiques. Les grands scientifiques ne se précipitaient pas et prenaient le temps pour peaufiner et rédiger leurs théories, comme Copernic, Galilée ou encore Newton. Ils prenaient le temps de contempler, de se ressourcer, d'expérimenter et surtout de prendre des vacances. Ce qui nous amène au deuxième principe, respecter un rythme naturel. Voici comment Cole Newport le décrit. N'effectuez pas votre travail le plus important au pas de charge. Laissez-le se réaliser selon une chronologie soutenable, incluant des variations d'intensité dans un cadre favorisant l'intelligence. Travailler 7-8 heures par jour, 35-40 heures par semaine, c'est une conception très industrielle du travail. Mais ça ne convient pas forcément aux travailleurs du savoir. Et d'ailleurs moi-même, je l'ai vécu en entreprise. Quand j'étais développeur, j'avais des amis et des collègues qui développaient et qui étaient beaucoup plus productifs que moi, alors que généralement, ils ne codaient véritablement que 3 ou 4 heures sur les 8 heures au bureau.
travailler à un rythme plus lent, plus naturel, c'est déjà beaucoup plus soutenable sur le long terme, mais surtout, c'est bien souvent plus efficace. On est bien plus productif pour une même durée de travail. Pour terminer, Cal Newport nous donne une fois encore 3 propositions d'action pour mettre en place ce principe. Proposition numéro 1, prendre plus de temps. Pour commencer, il faut accepter d'évoluer lentement sur les projets importants. D'ailleurs, Cal Newport nous conseille aussi de travailler sur autre chose en même temps pour gagner en créativité et en expérience, et surtout ne pas s'en vouloir si on change temporairement de chemin. Et enfin, il nous invite à doubler tous nos délais pour respecter un flow beaucoup plus naturel et ne pas être déçu de soi-même si on ne tient pas des deadlines qui sont impossibles à tenir. Proposition numéro 2, respecter la saisonnalité. Voici comment faire. Programmer des saisons lentes pour ralentir au travail, mais tout en continuant d'accomplir le plus important, ça c'est un niveau plutôt macro, ou encore choisir des jours pour travailler librement sans rendez-vous, ça c'est un niveau plutôt micro. Et si possible, prendre des vacances après les gros projets pour vraiment couper. Et enfin, proposition numéro 3, travailler poétiquement. Il nous pousse à créer des rituels personnalisés autour du travail, à éviter les lieux de travail qu'on connaît un peu trop quand on a besoin d'être créatif. Par exemple, aller travailler dans un café qu'on ne connaît pas. Enfin, il nous invite à adapter notre environnement pour s'en inspirer au maximum. Ça, c'était le principe numéro 2. Passons maintenant au 3e et dernier principe. Pour comprendre ce 3e principe, Cal Newport nous parle de l'histoire de la chanteuse Jewel. Elle chantait dans un petit restaurant qui, avec le temps, commençait à attirer de plus en plus de monde et aussi des producteurs. Un jour, des producteurs voulaient lui faire signer un cachet à $1 million. Mais après s'être renseignée sur l'industrie musicale, elle a refusé le cachet. Pourquoi ? Pour ne pas dépendre d'une maison de disques qui allait l'obliger à faire un style musique commercial et pas forcément le style musique qu'elle aime. Ce choix était le bon et l'histoire lui a donné raison parce qu'elle a ensuite vendu des millions d'albums avec une musique à son image. Cette histoire nous amène au dernier principe, faire de la qualité une obsession. Voici comment Cal Newport le décrit. Soyez obsédé par la qualité de ce que vous produisez, même si cela veut dire rater des opportunités à court terme. Tirez parti des résultats obtenus pour gagner toujours plus de liberté de travail sur le long terme. Il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire et le faire bien. Peu importe ce que disent les gens autour. D'ailleurs, les meilleures choses prennent du temps. C'est la raison pour laquelle il faut réussir à dire non à tout ce qu'on voudrait faire sur le court terme pour se concentrer sur ce qui compte vraiment sur le long terme. D'ailleurs, attention, il ne faut pas confondre vouloir être obsédé par la qualité et le perfectionnisme. Il faut vraiment trouver un équilibre entre les deux. Pour ces derniers principes, voici les 2 propositions d'action de Cal Newport. Proposition numéro 1, affiner son goût. On peut repérer quelque chose qui est bon, qui est bien, mais c'est difficile à reproduire. Pour ça, Cal Newport nous invite à nous plonger dans d'autres domaines que le nôtre pour se développer. Par exemple le cinéma, la littérature, le théâtre, la musique. Et aussi s'équiper d'outils de qualité pour accroître la qualité de son travail. Par exemple, Cal Newport nous parle de son carnet à 50 € qu'il a suivi pendant des années parce qu'il choisissait précisément ce qu'il écrivait dedans. Et enfin, proposition numéro 2, miser sur soi-même. Il faut dédier temporairement une partie significative de son temps libre à son projet. Par exemple, quand les enfants sont couchés. On peut aussi annoncer son projet et ses délais à ses proches pour créer une attente chez eux et aussi se motiver à continuer. Et enfin, Cal Newport nous dit qu'il faut parfois être prêt à réduire ses revenus pour être certain de tout donner. Par exemple, se lancer en tant que micro-entrepreneur et lâcher son CDI, mais seulement bien sûr si on a déjà des preuves que l'activité peut bien fonctionner sur le long terme. Pour conclure ce résumé, je vais simplement citer l'auteur qui a, je trouve, une phrase parfaite. Voilà ce qui importe en définitive. L'endroit où vous arrivez, et non la vitesse à laquelle vous y êtes arrivé, ou le nombre de gens que vous impressionnez par votre agitation anxieuse tout au long du chemin. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura plu et que tu pourras mettre en place ces 3 principes de la productivité lente pour retrouver une productivité beaucoup plus humaine et beaucoup plus soutenable sur le long terme. Tu retrouveras une fois encore en description mes notes de lecture avec vraiment tout ce que j'ai pu écrire sur le livre et tout ce que j'ai trouvé intéressant avec vraiment des concepts et un peu plus de détails que ce que j'ai pu faire dans cet épisode. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, mettre le pouce en l'air, la cloche, etc. Me dire en commentaire quel est le principe qui, toi, te parle le plus et que tu vas essayer de mettre en place très rapidement dans ton quotidien. Sinon, moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était Robin. Ciao.